Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Il y a des gens qui m'ont dit non mais t'es fou, c'est impossible ou autre. Non, je pense que chacun est différent, t'as pas les mêmes envies, t'as des choses qui te donnent de l'énergie. Moi d'entreprendre, ça me booste, quoi. Clairement ça me transcende. Je me pose pas trop de questions, tu vois. Et bien sûr, parfois ça se passe mal, parfois t'as des challenges ou autres, mais l'entrepreneuriat c'est un marathon, mais que tu dois courir comme un sprint. T'as l'impression qu'il y a la ligne d'arrivée à chaque fois, mais sauf qu'elle est toujours plus loin. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Et en fait, c'est des croyances limitantes, quoi. Vous vous dites, non, il faut 10 ans d'expérience pour pouvoir manager des gens. Mais sauf qu'il y a des gens, ils ont 18 ans, ils ont un leadership de fou, parce qu'ils ont fait des sports collectifs comme le foot, le basket ou autre. Ils ont été capitaines, ils savent comment motiver les gens ou autre. Et donc, c'est pas forcément qu'ils doivent le faire pour eux, mais aussi ils doivent le faire pour leur équipe ou pour leur entreprise. Parce que ça a une vraie valeur et ça permet de faire évoluer beaucoup plus rapidement les projets. Donc, t'es autour d'une table et les gens peuvent parler d'énormément de sujets avec des opinions intéressantes. Mais on n'est pas au café du commerce, on est dans une entreprise, les décisions elles doivent être pragmatiques. Et donc voilà, et donc, c'est ça que je transmets aussi à mon équipe aujourd'hui, c'est de dire ok, tu me dis quelque chose, mais parle-moi en chiffres, justifie-moi ça. Et on a une chance, c'est de faire du web marketing, de bosser sur du digital. T'as toutes les données, tout est mesurable. Tout ce qui se mesure, ça mesure. Le rôle des médias nationaux, c'est peut-être d'arrêter de diaboliser cette partie e-commerce. Il peut avoir un e-commerce que j'appelle de proximité, qui peut être intelligent, avec des hubs logistiques à proximité des villes. On peut consommer local en direct avec des producteurs. Voilà, le e-commerce, il veut pas dire mondialisation, Alibaba, Amazon. Il veut dire aussi flexibilité et agilité sur des petits territoires. Salut Nicolas. Salut Simon. Tu vas bien? Ça va nickel. Je commençais par une première question, mais là ça va peut-être un peu particulier parce qu'on est le 31 décembre 2020. C'est mon premier interview depuis très longtemps. Mais d'habitude je pose cette question-là, là ça va être un peu particulier, tu vas voir. C'est si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire? Tu serais peut-être chez toi, peinard. T'es revenu exprès au bureau pour moi. Je serais au bord de la mer. Puisque là on est du côté de Caen, donc voilà, je serais au bord de la mer avec quelques amis à prendre un bon chocolat chaud, je crois. Je t'ai gâché ta journée, quoi. Non, c'est un plaisir de te voir, de te retrouver, de te rencontrer pour la première fois. Mais en règle générale, c'est quoi ta journée type quand... C'est un peu ça qui se cache derrière, c'est si t'as été dans un jour de boulot normal, parce que là c'est les vacances, mais ouais. Qu'est-ce que tu fais normalement à 11h le jeudi 11h, j'aime bien échanger avec mon équipe en fin de matinée. Début de matinée, généralement, c'est de checker un petit peu ses mails, prendre un petit peu des news. Après, milieu de matinée, tâche de fond pour pouvoir avancer. Et puis, fin de matinée, débriefer sur des sujets, pouvoir échanger avec les équipes, surtout en télétravail. Je pense que c'est assez important.
Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Totalement. Je m'appelle donc Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce nation. Ça fait maintenant 5 ans et demi que j'ai créé cette entreprise en partant du constat qu'il manquait une communauté, un réseau e-commerce totalement digitalisé, parce que voilà, aujourd'hui les marchands, il y a de nombreux marchands en ligne, mais ils sont pas regroupés. On peut avoir des artisans qui vendent sur Internet et puis aussi des grands groupes. Et au final, ils n'ont pas forcément un endroit pour se rassembler. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de créer un média, la nation du e-commerce, pour pouvoir fédérer ce nouveau territoire du digital et constituer une équipe d'explorateurs du e-commerce pour mener à bien cette mission. J'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais je peux pas résister parce que c'est ma question principale de toute cette interview et je me lance tout de suite dessus. Alors il y a 5 ans, le e-commerce ça existait déjà. Tout le monde achetait déjà sur Internet, ça augmente chaque année, donc c'était pas une nouveauté entre guillemets. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette année 2020. Alors, je sais pas pourquoi, comment expliquer ce phénomène. Alors, évidemment, il y a eu le Covid, mais est-ce que c'est seulement ça qui fait que ça a explosé? Je sais pas, mais je me dis, ok, en 2015, il a eu l'idée de créer un truc spécifique sur le e-commerce. Alors que j'ai l'impression qu'en 2015, le e-commerce, c'était une espèce d'option des sites internet pour vendre des trucs. Alors qu'aujourd'hui, c'est le e-commerce d'un côté, les sites vitrines ou services ou lead entrant, type landing page, etc. C'est 2 choses à part entière. Comment t'as eu cette réflexion de te dire, c'est vraiment pour moi un truc spécifique, je me focus que là-dessus, quoi. Je crois que t'as eu l'idée du truc avant tout le monde, tu vois. C'est pas pour te brosser dans le sens du poil, tu vois. Mais... Non, mais je pense, voilà, pour connaître l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette idée-là, mais pas forcément avec la même vision ou le même timing. Je pense notamment à des amis comme Blog e-commerce, voilà, ou EasyShop, qui était un blog qui s'orientait en modèle agence, voilà, des acteurs comme ça, qui ont fait énormément de choses positives pour l'écosystème. PrestaShop aussi, avec sa grosse communauté. Donc voilà, il y a des communautés et des acteurs. C'est juste que nous, on a apporté un angle différent, et moi, c'était juste l'aboutissement de nombreuses expériences. J'ai eu la chance, notamment sur ma première expérience professionnelle, de rejoindre Rocket Internet en Allemagne. Donc ceux qui ont lancé Zalando, eDarling, MyCityDeal qui est devenu Groupon. Et donc, je baignais dans un écosystème ultra innovant de start-up du côté de Munich et qui regardait de très près le monde digital des États-Unis. Puisque Rocket Internet, ils copient ils font des copies, américaines, des copycats comme on l'appelle. Et donc j'ai eu la chance de développer une start-up sur le marché français, une start-up sur le code promo. Donc, voilà, encore un site de code promo. Et donc j'étais dans un open space d'une centaine de personnes internationaux. Et du coup j'ai constaté qu'on avait tous la même problématique, c'était d'identifier dans un premier temps les e-commerçants et après de s'adresser à eux. Et donc ça, c'est une problématique que j'ai rencontrée dans les années suivant cette expérience et notamment en revenant en Normandie où j'ai travaillé pour une plateforme logistique dédiée au e-commerce qui s'appelle SupplyWeb et du coup, on a décidé de créer un club e-commerce à l'échelle de la Normandie. Et donc, on a fait 2 dates et c'était super, c'était plein. On a eu 40 personnes sur les 2 dates. Et sauf que j'ai dit à mon patron, je lui ai dit, mais c'est quand même dommage parce que on va être limité à ces 40 personnes alors qu'on pourrait le faire au niveau national avec un site, de la communication digitale. Et donc voilà. Et la finalité a été de lancer un blog en disant on va créer une plateforme pour fédérer les acteurs. Et au départ, voilà, c'était pour bénéficier d'un réseau et ouvrir des opportunités commerciales. Mais en ayant cette idée, on s'est dit mais en fait il y a une valeur qui est beaucoup plus grande pour l'écosystème et donc ça doit pas être un side project, ça doit être une entreprise à part entière qui doit se développer pour partager de la connaissance et de la compétence. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait la différence aussi sur e-commerce nation, c'est que j'ai toujours eu cette obsession de dégager de la valeur pour que les gens ils apprennent et que ça puisse aider l'écosystème à être plus mature sur cette partie e-commerce et fédérer de nombreux acteurs. Et on en parlait en off juste avant l'interview aussi, mais tu as eu aussi ce réflexe de te dire la valeur que je veux apporter à cette entreprise, faut aussi que ce soit une marque forte
Et on en parlait tout à l'heure sur la valeur ajoutée, il faut que tu aies une identité, tu parlais des goodies, etc. Et c'est vrai que ça se voit sur toutes les vidéos que tu peux faire, etc. T'as à chaque fois ta veste, machin, etc. C'est une réflexion que tu as eue dès le départ, ce truc-là, de te dire je veux faire un truc avec une identité de marque très forte. Oui, moi je suis convaincu de l'efficacité de la marque sur mes projets. Voilà, j'ai eu pas mal de projets sportifs où j'ai toujours très travaillé l'identité visuelle et le nom parce que c'est ce qui reste en tête. Et donc, tu donnes une expérience différente. Si tu t'appelles le site de connaissances sur le e-commerce, bon, voilà, c'est pas très sexy. Un peu plus lourd, c'est pas très sexy. Et donc derrière aussi, c'est quel sens tu as envie de donner à ton aventure entrepreneuriale. Moi j'avais envie d'un pitch ultra sexy, comme je l'ai fait en intro, de dire en fait, j'ai formé une équipe d'explorateurs. Ensemble, on va découvrir le nouveau territoire du digital pour fédérer autour du commerce électronique. Et donc, dès lors que tu parles de ça, donc là, il y a beaucoup d'éléments de l'imaginaire collectif, parce qu'on a fait des parallèles avec les explorateurs du Nouveau Monde, et Christophe Colomb ou autres. Au lieu de parler de colonisation, on parle de digitalisation, de l'exploration spatiale avec les explorateurs, avec nos vestes ou autres. Donc, moi, la question de fond, c'était de se dire, ouais, ok, je sais pas où je veux aller avec e-commerce nation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va kiffer l'aventure avec l'ensemble de l'équipe qu'on a ici, et on va partager des valeurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a construit cette identité de marque par rapport à notre culture d'entreprise. Et parce que voilà, si tu rencontres d'autres personnes de notre équipe, on a pratiquement que des compétiteurs dans l'équipe. C'est que des gens qui aiment pas perdre. Donc c'est assez frustrant quand on fait des journées de Noël, parce que généralement on fait des jeux et bon, ça peut être un peu tendu parce que on a vraiment que des gens qui ont envie de se dépasser, et quand ils rencontrent des difficultés, ça les rend meilleurs. Et donc ça, je m'étais pas forcément rendu compte sur mes premiers recrutements, mais au final c'est le résultat d'aujourd'hui. Et du coup, on a en nous cet ADN d'explorateur, de se dire c'est inconnu, je sais pas si je peux le faire, mais je vais réussir à le faire. Et ça, c'est assez fort, et c'est ce qui nous permet d'innover. Le magazine, on l'a fait totalement en interne. C'est Mélodie, notre graphiste, qui a fait notre magazine de A à Z. De lancer le Expérience, il y en a un prochain là en mars, qui est une journée de webinaire. Pareil, on l'a fait de zéro, et on s'est pas posé de questions, et on l'a façonné. Et donc ça, c'est super intéressant, parce que aussi cette identité d'explorateur nous va très bien, parce que nous, on se prétend pas comme des experts. On n'a jamais dit moi je suis expert du e-commerce ou ça. Non, on dit on est des explorateurs. L'explorateur, c'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est juste quelqu'un qui est curieux et qui veut transmettre ses aventures, ses histoires ou autre. Et donc nous, on croit fondamentalement en ça, que notre rôle sur notre site et sur nos contenus, c'est pas de dire qu'on a la science infuse, parce que le e-commerce, ça change tous les jours. Mais on est juste des explorateurs, et on va vous partager de l'information pour pouvoir vous aider dans votre parcours et votre développement. Je rebondis à un truc que tu viens de dire, parce que je trouve ça hyper intéressant. Comment tu fais, est-ce que tu le fais déjà, comment tu fais aujourd'hui pour te rendre compte qu'une personne que tu es en train de recruter est compétiteur? Est-ce que tu as un petit test particulier pour ça maintenant ou pas? Parce que le recrutement, c'est le sujet hyper important quand tu montes ta boîte, tu vois. Donc, nous, on a des processus de recrutement qui sont peut-être à la hauteur de certaines grosses boîtes et très décourageants. Ok. Donc en fait, on teste indirectement les capacités et de résilience. Si tu demandes est-ce que tu es compétiteur, la personne va bien sûr. Oui. Et pour te donner une anecdote, il y a Clément qui est notre responsable France sur la partie média. Il a postulé 3 fois pour nous rejoindre. Il a postulé 3 fois. Et voilà, et ça démontre son envie. Et au bout de la 3e fois, j'étais obligé de le prendre. Parce qu'il avait tellement faim de vouloir bosser avec nous que pour moi, c'était une démarche très, très positive. Donc voilà, ce qu'on regarde sur les candidatures, c'est cette fin. Donc là encore, on a acté un prochain recrutement, et la personne a candidaté plusieurs fois pour nous rejoindre. Donc ça, pour nous, c'est un vrai signe. Et après, sur nos recrutements, on a 3 entretiens. Un entretien téléphonique de 15 minutes, après un entretien physique avec 2 personnes, et après un 3e avec 2 autres personnes. Ok. Donc en fait, la personne, elle voit 4 personnes de l'équipe. Plus toi à chaque fois. Et moi, ouais. Qui fait la barrière si j'ai un bon feeling au départ, si en termes de compétences ça match.
Et donc voilà, après c'est une décision unanime, et donc on le voit tout de suite dans l'esprit, et donc le fait de voir aussi 4 personnes de l'équipe, ça permet de s'assurer que c'est pas forcément cet aspect compétiteur, mais qu'en fait il y a un bon match culturel. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Ok. Alors, je vais avoir 2 questions à la suite, mais tu peux déjà commencer à réfléchir. La première, c'est comment tu as pitché en une phrase e-commerce nation quand t'as démarré le projet, et comment tu le pitches aujourd'hui? Est-ce que c'est différent? C'est une très bonne question. Je pitchais très mal le projet, franchement. Parce que tout simplement, au départ, je pitchais ça comme une communauté. La communauté e-commerce, voilà, Ouais. ce qu'on voulait être. Et donc, c'est super flou. Enfin, je me mets à la place d'investisseurs, des banques qui nous ont accompagnés. C'est quoi une communauté? Et qu'est-ce que tu vas dire? Un banquier, c'est des gens sur des réseaux sociaux. Ça veut rien dire pour lui. Ça veut rien dire. Parce que là, aujourd'hui, c'est peut-être un truc que j'ai loupé en préparant cette interview, mais t'as une grosse communauté dont tu es très proche, et comment ça se traduit? C'est au travers justement d'Instagram, de Facebook, etc. Enfin, t'échanges régulièrement avec eux? Totalement. La force de notre média, c'est ce côté 360. Donc on a un site qui ramène énormément de trafic. On est à 150 000 visites par mois. Donc voilà, quand on pense qu'il y a 200 000 sites e-commerce en France, bon, j'ai pas les derniers chiffres, mais voilà, ça reste très représentatif par rapport au marché. Après, on a notre chaîne YouTube là, qui se développe très rapidement. On a 2000 abonnés. Donc voilà, sur un domaine un peu plus B2B, ça reste des bonnes stats. Et puis LinkedIn, on a explosé. Là, Lilian a fait un gros travail de développement sur notre page LinkedIn. On a plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn. Et grâce à tous les contenus aussi que Mélodie, notre graphiste, réalise pour nos partenaires, et en termes de contenu, tout ce qui est infographie fonctionne super bien sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Donc, tout ça, j'en ai téléchargé pour être transparent. J'en ai montré une formation des trucs e-commerce nation. Ouais, super. Non, voilà. Donc tous ces contenus-là, ils sont très propices aux réseaux sociaux. Et moi, c'est une philosophie que j'ai voulu inculquer pour l'équipe, c'est de dire, nous, on n'est pas, c'est pas juste notre site. Et là, on a pris des exemples de Brut, de Combini. On s'est dit, en fait, tous nos contenus doivent être accessibles sur toutes les plateformes. Notre CMS, c'est pas notre site WordPress pour publier le contenu. Nos CMS, c'est LinkedIn, c'est YouTube, c'est Twitter, et éventuellement notre site. Et puis aussi la base mail, tous les mails qu'on a des partenaires. Et aujourd'hui, on a tous les top acteurs. On a tous les top acteurs du e-commerce. Et voilà, une grosse base de données, je pense, l'une des plus qualifiées sur la France. Et donc aujourd'hui, tu pitches comment? Tu pitches mieux Voilà, maintenant mon pitch, c'est cette histoire. C'est de dire, on est une équipe d'explorateurs du e-commerce. Si j'étais investisseur, tu me dirais quoi? Genre en une phrase, tu vois. Genre j'ai pas le temps, je te dis je dois y aller, tu me dis attends. Je te prends de court. Je me prends de court. Pour moi, si j'avais une phrase, voilà, c'est titiller sur cet aspect un petit peu de mystère. C'est de dire, on est la première communauté e-commerce dans le monde. Ouais. Et donc là, généralement, le mec, il tique. Il dit, t'es fou? Pourquoi tu dis ça? T'as pas une taille niveau mondial, mais c'est notre ambition. On se l'est jamais caché. Moi, j'ai une ambition internationale. Et donc, voilà. ECN, e-commerce nation, c'est pas un truc fixe. Il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un média, mais pour nous, on est dans quelque chose, un écosystème qui va continuer d'évoluer, sur différents types de services, comme la formation en ligne ou autre. Voilà, continuer d'accompagner l'écosystème. Et puis aussi, on est présent à l'international sur 5 pays. Donc voilà, on a déjà un bon développement aussi international. Et donc notre optique, c'est de fédérer le premier réseau de vendeurs en ligne dans le monde. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes hyper bien positionné sur le e-commerce. Quand on cherche e-commerce dans Google, on tombe très très vite sur vous. Ok. Alors, c'est quoi la question qui t'énerve le plus si t'as déjà fait des interviews, des choses comme ça? Parce que je sais que t'es déjà passé sur BFM, à la télé, etc. Est-ce qu'on t'a déjà... J'imagine qu'on t'a interviewé déjà plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une question qui t'énerve particulièrement? Qui m'énerve? Peut-être des incompréhensions où t'es obligé de recadrer à chaque fois, tu vois, genre... Je pense ce qui m'énerve un peu, c'est l'opposition entre le commerce traditionnel et le e-commerce.
Et ça, on paye un peu les pots cassés aujourd'hui parce qu'on a décrédibilisé le e-commerce. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas digitalisés ces dernières années. Ouais. Et là, on a une crise. Et du coup, on se dit, ouais, il faut qu'on fasse du e-commerce. Ouais. Et donc, quand on regarde les pays voisins ou autres sur la France, voilà, on se dit, c'est dommage. Et on retrouve un peu la même chose sur Amazon, le regard d'Amazon, le grand méchant ou autre. Mais il y a plein de PME et TPE qui vendent sur Amazon, et qui font du chiffre d'affaires. Et Amazon ne récupère pas tout l'argent. Ils prennent juste un petit pourcentage. Donc, c'est un levier pour se développer. Alors après, est-ce que je dois faire toute ma stratégie sur Amazon ? Non, sûrement pas. Mais voilà, on est un peu trop réfractaire dans un monde qui est mondialisé. Il y a quand même des opportunités, on a des savoir-faire. Et donc voilà, j'aime pas trop quand on me pose cette question en se disant mais le e-commerce, c'est la fin des petits commerces ou ce genre de choses. Alors voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver, bien sûr. Voilà, on voit les centres-villes, il y a beaucoup de commerces qui ferment, et encore plus dans le contexte actuel. Mais voilà, faut les accompagner et il faut pas avoir peur de cette économie de demain et d'aujourd'hui, parce que dans de nombreux pays, c'est déjà une réalité. Et quand on voit comment la Chine, ça a fonctionné, où ils sont tous confinés, ils sont fait tous livrer tous leurs produits, où nous, voilà, on découvre qu'il y a des drives et qu'on se précipite sur les drives. Voilà, on se dit, on a encore du potentiel à avoir, et donc le rôle des médias nationaux, c'est peut-être d'arrêter de diaboliser cette partie e-commerce. Il peut avoir un e-commerce que j'appelle de proximité, qui peut être intelligent, avec des hubs logistiques à proximité des villes. On peut consommer local en direct avec des producteurs. Voilà, le e-commerce, il ne veut pas dire mondialisation, Alibaba, Amazon. Il veut dire aussi flexibilité et agilité sur des petits territoires. Et moi, je le vois à l'échelle de la Normandie, il y a beaucoup de solutions. Et là, ça commence à prendre à cause de cette pandémie. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on l'oppose et qu'on réalise ça seulement maintenant. Ouais. Puis c'est un peu ma vision des choses. Je sais pas si elle peut être facilement, on va dire, contrée, mais je pense que des petits commerces qui se mettraient au e-commerce pourraient justement récupérer une partie de chiffre d'affaires peut-être complémentaire, qui perdrait parce que typiquement, moi je suis le genre de personne qui peut avoir un peu la flemme d'aller me déplacer des fois, donc j'ai tendance très rapidement à acheter sur internet. C'est pas bien, je sais, mais en revanche, si jamais je savais que tel commerçant en centre-ville faisait de la vente en ligne, je pourrais très bien lui acheter des produits alors que je l'aurais peut-être pas acheté s'il avait pas ça. Donc en fait, je pense pas que ce soit à mettre en opposition en effet, parce que le chiffre d'affaires qu'il va faire en plus va permettre de payer le loyer de sa boutique, de continuer justement à faire de la vente physique et qui est toujours hyper cool, tu vois. J'aime bien me balader, aller dans les magasins, etc. Je trouve ça sympa, mais j'achète pas forcément toujours au moment où je suis dedans, tu vois. Donc bon, je pense qu'il y a aussi cette façon de voir, mais est-ce qu'il y a une question auquel t'aimerais bien répondre qu'on t'a jamais posée ? C'est une très bonne question. Fais juste attention à être rapproché du micro. D'enlever les mains. C'est une très bonne question. Question qu'on m'a jamais posée. Pourquoi je n'ai jamais créé un site e-commerce, peut-être? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps, voilà, de créer un projet e-commerce. Il y a beaucoup d'imaginaire. Généralement, on me dit ça, c'est pourquoi t'as pas créé un business e-commerce? Parce qu'il y a un peu cette logique dropshipping, de dire tu le fais à côté, ça te prend pas de temps ou autre. Non, c'est un réel métier. Donc je pense que j'ai les compétences pour et le savoir. Après, voilà, tous les contenus qu'on a, j'y pense, voilà, de plus en plus. Mais ouais, c'est un investissement, et puis aussi de trouver un produit avec lequel tu es en accord. Oui, voilà. Et je pense que ça, pour moi, c'est ce qui est important, c'est de se dire faire du e-commerce pour en faire, ça n'a pas de sens. Oui. Trouver un produit de niche, machin ou autre. Non, je pense pas que c'est la bonne réflexion. Il faut avoir une valeur ajoutée dans ce qu'on propose déjà. Pour moi, ouais, je partirais plus de la logique quel produit me tient à cœur, où je partage des valeurs, je partage de la vision par rapport à ça. Et après, oui, pour le développer, bien sûr que j'utiliserai le e-commerce. Mais voilà, pour moi, le e-commerce, je le vois beaucoup plus comme un canal de développement que purement une fin en soi. Une fin en soi et développer des choses. Donc voilà, je vois un peu plus le problème comme ça, de d'abord trouver un produit pour éventuellement lancer un jour mon e-commerce, qui sait. Ouais.
Ouais, nous, c'est notre sujet 2021 aussi. Je t'en parlerai plus tard. Alors, je vais te poser une question. Tu vas me répondre très succinctement. On en reparlera un peu plus tard dans l'interview. Mais est-ce qu'il y a 3 sujets du moment qui t'intéressent particulièrement en ce moment, en dehors du e-commerce? Je vais te donner des exemples. Le télétravail, ça peut être la psychologie au travail, le bien-être, tout ça, les crypto-monnaies. Est-ce que tu pourrais me citer 2-3 sujets comme ça sur lesquels t'es un peu focus en ce moment? Ça peut être autre chose, hein, ça peut être le sport, tu vois, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a t'as des obsessions en ce moment? Project management. Ouais. Ça c'est le gros sujet, on en parle avec les équipes. On arrive à un statut de la boîte où on n'est plus en start-up, on est une entreprise. Et donc, ça te dérange ça? je le disais à l'équipe, je veux plus entendre en mode start-up. Parce que c'est en mode start-up, il légitime des mauvais comportements. Au départ, c'est bien parce qu'il faut être agile, il faut pouvoir changer rapidement de décision, mais c'est un peu chaotique. Ouais. Et donc, ce chaos, il est nécessaire dans tes premières phases, mais aujourd'hui, il est néfaste. Et donc, voilà, ce que je veux, c'est on doit être une entreprise qui fait preuve d'agilité. Ouais. Plutôt qu'en mode start-up. Et on ne sait pas pourquoi. Une entreprise qui est en mode agilité, en fait, tu vas mettre des processus, des manières de faire qui vont permettre de donner du feedback à des moments précis. Et donc, pas avoir du feedback à 100% du temps, pas changer de décision à chaque fois. Donc voilà, ça, c'est un sujet qu'on est en train de mettre en place, d'agilité, d'avoir des timelines, des process qui sont pas lourds. Voilà, il faut garder une certaine rapidité. Tu utilises des outils en particulier pour gérer tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire faire cette transformation de start-up à une boîte qui a des process, qui est un peu plus structurée, entre guillemets. Alors, on l'a fait c'est quoi la transition? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire la transition? Sur l'année 2020, ce qui était notre gros sujet, c'était toute la partie administrative, notamment au niveau RH ou autre. Donc pour moi, c'est là où ça débute. Quand tu passes d'une start-up à une entreprise, c'est que c'est un peu plus rodé, c'est un peu plus automatisé ou autre. Et donc là, sur l'aspect opérationnel, je pense qu'on a énormément avancé. On a fait des choses pour accompagner nos partenaires. On a des rapports aussi qui sont mieux automatisés avec des outils efficaces. La logique de télétravail, de trouver des meilleures procédures. Donc c'est un peu plus organisationnel. Et donc là, maintenant, c'est un peu plus opérationnel sur cadrer les projets. Par exemple, faire un kick-off pour, je sais pas, la refonte du site ou pour tel nouveau projet. Faire un groupe dédié. Un groupe de projets dédié avec un chef de projet par rapport à ça, et puis avec des logiques de sprint. Et donc là, avec des rétro-planning classiques, on va pouvoir suivre l'avancée de manière visuelle et informer toute l'équipe en disant « Ah ouais, sur tel projet, on est un petit peu en retard. Ah non, on peut pas additionner tel projet. » Donc voilà, ça c'est le sujet du moment. J'ai pas encore les outils, j'en ai plusieurs en tête, mais ce sera avec plaisir que je te les partage. Est-ce que tu as un ou deux autres sujets en ce moment qui t'intéressent particulièrement? La dynamique collective, ça a toujours été un de mes sujets sur le plan management, mais aussi sportif par rapport à mon parcours. Et là, voilà, on a une chance d'avoir une équipe qui est très soudée. Donc voilà, c'est comment on peut développer encore plus ça dans des conditions de télétravail. Plus, en ce moment, ouais. Et donc cette dynamique collective avec la logique de télétravail, je te le disais, là on est dans nos locaux, mais en fait ils sont inoccupés. Donc c'est comment on va voir notre travail en 2021, d'avoir un lieu, peut-être on va se retrouver quelques jours par semaine, ou pour faire des réunions, on va pouvoir avoir des salles à disposition, et donc un lieu comme Mo, je t'en parlais, qui est un peu le co-leader ici à Caen. M-O-H-O, pour ceux qui cherchent. C'est ça, une sorte de station F, on va dire, qui ouvrira sur Caen. Donc là, c'est un lieu qui nous tente pas mal, mais ça implique une nouvelle organisation. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on fonctionne très bien en télétravail. Donc après, c'est de trouver un peu cette agilité et ce mode de fonctionnement selon ce que souhaitent les équipes et ce qui est positif aussi pour l'entreprise. Ça marche. Là, on va parler ton parcours. On a déjà un peu parlé en introduction, mais on va en reparler. On va commencer en 2012 où tu vas chez Rocket Internet à Munich. Évidemment, Rocket Internet, pour tous ceux qui suivent un peu les sujets startup, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Je pense que c'est une boîte qui fait un peu rêver. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est cette boîte, comment ça fonctionne, comment tu t'es retrouvé là-bas? C'est quoi le délire de ce truc-là? Comment tu te sens? C'est comme chez Google?
Alors, déjà, je m'y suis retrouvé un peu par hasard, on va dire, parce que Rocket Internet, ils ont une politique de recrutement où c'est les top profils européens. Ouais. Top école européenne de commerce ou autre. Donc voilà, moi j'ai fait l'école de management de Normandie, qui est une très bonne école et qui continue d'évoluer dans les classements. Donc voilà, j'en suis très fier, mais qui n'est pas HEC, ESSEC ou voilà. Donc voilà, j'ai candidaté et donc j'ai eu la chance d'être pris en stage de fin d'études. Et j'ai pu monter les échelons progressivement. Je suis arrivé en stage. Voilà, au début, j'ai fait un stage de 6 mois et 2 ans après, je gérais 12 personnes au sein de l'unité France. Et on était l'un des pays qui générait le plus gros chiffre d'affaires de tous les autres pays. Donc ça, c'est super intéressant, surtout voilà, d'être dans un écosystème où il y a des profils internationaux, hein, des très bons amis indiens, espagnols, anglais, de top écoles européenne et internationale. Ça t'ouvre le cerveau, hein. Clairement, ça t'ouvre le cerveau. Et surtout, une rigueur allemande, parce que là, j'avais trois cofondateurs. Mais voilà, fallait pas blaguer, quoi. Fallait pas blaguer. Il y a des choses qui ont un peu fuité, ceux qui connaissent les frères Sammuer. Il y a eu des petits lettres, des messages, ou genre de choses qui montrait l'exigence de la boîte et surtout l'aspect entrepreneurial. Et ça m'avait choqué. Il y a un des cofondateurs, un jour, il y avait une panne d'internet. On était tous là, voilà, on était relativement jeunes. On bouinait, on faisait des choses, et puis parfois tu parles à tes collègues parce que t'as pas internet, donc tu peux rien faire. Et il était rentré dans l'open space, et il nous avait tous engueulés. Il nous avait dit mais putain, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites les bons élèves, vous êtes là à faire semblant de travailler, rentrez chez vous, bossez 2 heures et voilà, mais au moins bossez, quoi. Et ça m'a marqué. Et ça m'a marqué parce que ça reflétait la dureté du monde entrepreneurial, que t'es pas là pour montrer que tu travailles ou autre. Vaut mieux que tu rentres chez toi et tu bosses ou autre, et puis voilà, même si tu bosses pas, tu fais pas toutes tes heures, mais au moins t'avances, tu vois. Et donc voilà, et ça met tout ton ego, tout cet aspect superficiel du travail de côté, et tu te dis ouais, focus sur l'essentiel. Et je pense que je le ressens comme ça. Je pense en France, il y a pas mal de gens que je croise ou de gens que je manage qui me parlent de syndrome d'imposteur. Ouais, Où, carrément. on essaye d'avoir les épaules, où on essaye de montrer qu'on travaille, qu'on est légitime ou autre. Et moi, j'arrive dans un écosystème comme ça où on te met des grandes claques. Et donc de bosser à l'international, ça m'a appris ça. Et ça te fait aussi t'émanciper de l'âge. De se dire... parce que c'est fou, hein, mais quand on est jeune diplômé, on se dit ah bah non, j'ai pas d'expérience, je vais pas prendre des responsabilités. Mais non, mais si t'as du leadership et que tu comprends bien les enjeux et que t'as une tête bien faite, tu peux prendre des responsabilités et tu peux encadrer des gens qui sont beaucoup plus vieux que toi, il n'y a aucun problème. Et ça, les anglo-saxons, les allemands, ils ont moins de difficultés là-dessus dans l'univers des startups. Et je pense que c'est un message à appuyer, et que moi j'appuie sur des profils quand je donne cours ou autre, en se disant mais en fait c'est des croyances limitantes, quoi. Vous vous dites non, il faut 10 ans d'expérience pour pouvoir manager des gens, mais sauf qu'il y a des gens, ils ont 18 ans, ils ont un leadership de fou, parce qu'ils ont fait des sports collectifs comme le foot, le basket ou autre, ils ont été capitaines, ils savent comment motiver les gens ou autre, et donc c'est pas forcément qu'ils doivent le faire pour eux, mais aussi ils doivent le faire pour leur équipe ou pour leur entreprise, parce que ça a une vraie valeur et ça permet de faire évoluer beaucoup plus rapidement les projets. Donc ça, j'ai appris ça chez Rocket Internet, et ce qui est essentiel aussi avec Rocket Internet, c'est qu'on parle en chiffres. Quand durant une réunion, j'avais le malheur de dire moi je pense que ça, ou j'ai la bonne intuition avec ça, tu te prends des cartouches. Et donc c'est libérateur, encore une fois, parce que j'ai eu d'autres expériences d'autres entreprises en France et ailleurs où j'ai fait des réunions et il n'y a pas de tangible. Pas de tangible. Donc tu es autour d'une table et les gens peuvent parler d'énormément de sujets avec des opinions intéressantes. Mais on n'est pas au café du commerce, on est dans une entreprise, les décisions elles doivent être pragmatiques, et donc voilà, et donc c'est ça que je transmets aussi à mon équipe aujourd'hui, c'est de dire ok, tu me dis quelque chose, mais parle-moi en chiffres.
justifie-moi ça. Et on a une chance, c'est de faire du web marketing, de bosser sur du digital. T'as toutes les données, tout est mesurable. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et du coup, je suis hyper curieux de Rocket Internet, mais comment ça fonctionne? En gros, tu rentres dans cette boîte-là, on dit toi, tu as ces compétences-là, on va te l'envoyer dans telle startup. Toutes les startups qui créent sont au même endroit. Comment ça fonctionne? Alors, sur la structuration... Toi, quand t'es rentré dedans, tu t'es rentré dedans en tant que stagiaire pour la boîte que tu as menée après derrière ou Alors oui, moi je suis rentré directement sur la startup spécifique. Ouais. Donc en fait, tu as deux possibilités. Tu as le bureau de Rocket Internet qui est du côté de Berlin, où là c'est une équipe qui est assez transversale, qui peut rayonner et faire des missions sur différentes types de startups. Et ils peuvent te déplacer dans d'autres pays. Il y a pas mal de startups en Asie aussi. Ou sinon, tu postules directement dans la startup qui est sous Rocket Internet. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que quand tu es dans une startup sous Rocket Internet, en fait, tu as toutes les guidelines. Donc, en fait, tu as une sorte d'accélérateur qui a lancé des Zalando, des e-Darling ou autres, qui a des roadmaps et qui te redonne ça. Donc, c'est pas des choses que tu vois directement. En gros, on dit tiens, suis les process, déjà pour le début, ça va bien se passer. C'est ça en gros quoi. Ouais, on n'a pas de cahier si tu veux. Mais en fait, tu sens que dans l'organisation, quand ils passent de 10 personnes à 100 personnes, les frictions et les problèmes qu'ils ont déjà rencontrés là-dessus, tu les rencontres moins, tu vois. Et puis, tu sais que les économies d'échelle, les logiques de levée de fonds, elles sont mutualisées. Donc, et après, tu as généralement des gens qui sont du bureau central de Rocket Internet qui sont aussi... dans les ventures, les startups. Et donc là, ils te ramènent aussi beaucoup d'expérience. Et moi, j'avais un responsable indien et un responsable allemand. Le responsable allemand, il était plus jeune que moi. Il faisait ses visios en mangeant ses céréales dans sa cuisine. Mais sauf que c'était un monstre de travail et que le mec, il était super bon, quoi. Et encore une fois, c'est des exemples qui te font dire en fait, ton potentiel, si tu as le potentiel, il n'y a pas de question d'expérience, d'âge, il n'y a pas de timing. Et donc ça, je pense que ça m'a préparé inconsciemment à l'entrepreneuriat. Ouais. Et la startup que tu gérais, là, qui faisait des coupons, comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle existe toujours? Alors à l'époque, c'était Cuponation et maintenant c'est Global Savings Group. Donc c'est GSG. Ok. Donc au départ, c'était une plateforme traditionnelle de code promo. Ouais. Donc, tu peux avoir Mareduc, Bon de Réduction, ce type d'acteurs. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant sur le modèle, c'était les marques blanches. Et donc, moi, à l'époque, j'avais signé des contrats, notamment avec l'Express et Le Monde, pour intégrer tous nos codes promo sur ces sites médias. Et en fait, tu utilises toute la puissance SEO. Donc en fait, quand tu tapes code promo Zalando et que tu as les 3 premiers résultats, tu as une rente non négligeable de commission. Donc un modèle qui est ultra scalable. Et donc eux, ils ont bâti toute leur stratégie sur les marques blanches. Ils ont récupéré tous les sites médias les plus puissants en Europe et dans le monde pour se différencier. Donc c'est plus la stratégie qui était ultra innovante. Et en termes de SEO, on avait une expertise qui était très au-dessus de la moyenne du marché parce qu'il y avait le retour de Rocket Internet et puis le code promo c'est ultra concurrentiel. Donc en fait, quand tu arrives à te positionner sur code promo Zalando, de comprendre ton SEO texte, il est bien construit, comment tu fais aussi des thématiques en termes de cocon sémantique, ce genre de choses. Tu fais vraiment mal. Et puis en plus, tu as plusieurs pays, donc le retour d'expérience se transmet entre les équipes. Et pourquoi t'as quitté Rocket Internet? C'était quoi la transition entre Rocket Internet et du coup Supply Web derrière, c'est ça? T'as voulu revenir en France? C'est ça. J'avais une limite, je pense, sur le marché allemand, c'était le réseau. Je me trouvais pas capable de me créer un réseau suffisamment pertinent et je trouvais ça important pour franchir des paliers dans ma carrière. J'aurais pu continuer chez Rocket Internet et puis la proximité. Je voulais pas être carriériste à l'international. Je voulais avoir une proximité avec ma famille, mes proches, mes amis. Et puis Supply Web, j'ai le fondateur
qui m'a pas lâché durant 2 ans pour me recruter parce que j'avais bossé pour lui durant mon école de commerce. Et voilà, et je me sentais plafonné aussi chez Rocket Internet parce que je voyais beaucoup de responsables financiers qui prenaient en main. J'étais le seul stagiaire devenu country manager d'un pays, quoi. Et tous les autres, c'était que des top profils avec de l'expérience ou autre. Donc je me suis dit, c'est qu'une question de temps, quoi. C'est pas logique si moi je suis à leur tête. Voilà, qui ramène un profil plus expérimenté pour franchir des paliers. Je pense que ça a du sens. Et puis, il me limitait aussi sur les tâches. Je voulais plus de commercial. Moi, je trouvais ça bloquant. J'étais en Allemagne et je voulais rencontrer tous mes partenaires sur la France, toutes les solutions, les plateformes d'affiliation. Et ils m'ont jamais donné le go là-dessus. Et moi, à l'époque, ce que je voulais, c'était élargir mes compétences et juger qu'en termes de marketing digital, j'étais plutôt bon. Et je voulais avoir cette fibre commerciale parce que pour moi, c'était un package qui était extrêmement stratégique pour la suite, pour gagner en responsabilité et éventuellement un jour développer un projet. Ouais. Et du coup, chez Supply Web, j'ai vu sur ton LinkedIn, tu disais que alors, je me dis que t'étais pas seul, mais t'as participé en tout cas à faire passer le CA de 1 million à 3 millions sur les 2 ans où t'étais chez eux. Ouais. Notamment avec une stratégie de contenu. Ouais. J'imagine qu'il n'y avait pas que ça, mais c'est ce sur quoi tu t'es focus. Qu'est-ce que tu fais pour des acteurs comme ça en termes de stratégie de contenu pour que ça fonctionne et qu'il y ait des bonnes retombées en termes de ROI? En fait, c'était... Est-ce qu'ils en avaient déjà une ou t'es arrivé, t'as dit bon, en fait, il n'y a pas assez de contenu, il faut qu'on... Non, à l'époque, il n'y en avait pas. C'était en quoi? C'était en 2015-2016, je crois. Que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes à qui on dit ça. Enfin, moi, je sais que chez Moon, on a des clients, on leur dit ça, mais quand je dis on, c'est nous, mais pas que nous, aussi les prestataires externes qui font plutôt du SEO, SEA, leur disent qu'il faut que vous fassiez plus de contenu, des articles, etc. Mais bon, c'est un peu à chaque fois les gens disent oui, ok, faut que je fasse du contenu, mais en fait j'ai pas le temps d'écrire. Qui le fait, combien ça va me coûter, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur une boîte où t'es arrivé où ils en faisaient pas. T'as quand même réussi à débloquer le truc. Totalement. Dès lors, le premier élément, c'est que j'avais la confiance du fondateur parce qu'il voyait ma vision, mon travail. Après, à l'époque, il faisait du budget AdWords qui sous-traitait ou autre. Et donc voilà, il payait tous les mois pour avoir du leads. Moi, je lui dis, en fait, avec le SEO et le contenu, les stratégies de contenu, ok, il y a un investissement de départ où on va créer du contenu, mais après, ça va continuer de te rapporter. Et encore aujourd'hui, ça continue de rapporter oui. parce qu'il est sur des positions stratégiques comme e-logistique, par exemple. Et donc, que j'ai réussi à positionner à l'époque. Et donc voilà, ça te fait une rente qui est hallucinante. Donc, dès lors que la personne, le chef d'entreprise est relativement ouvert à ces sujets-là et qui comprend l'utilité pour son business, voilà. Après, il faut avoir la méthodologie. Moi, la méthodologie, je l'avais parce que chez Rocket Internet, les SEO textes, les outils pour optimiser, voilà, c'était simple. Et puis en plus, sur le domaine de la logistique, t'as pas beaucoup d'acteurs, quoi. Plus maintenant, aujourd'hui, voilà. Mais 5 ans en arrière, des logisticiens qui font du marketing digital, c'est extrêmement rare. Ouais. Ils font que de l'événementiel, ils vont sur des salons et puis voilà, ils sont voir comme ça. Donc Supply Web était déjà innovant parce que Mathieu Desramé, le fondateur, il est passionné de rugby et notamment du Stade Français, qui est un de leurs partenaires et un de leurs clients aujourd'hui maintenant. Et donc il a fait toute sa boîte toute rose. Donc pour un logisticien qui vient tout rose alors que d'habitude ça remonte, c'est gris, c'est orange, c'est pas forcément qui reprend ses codes du digital. Mais c'est bien. Il a dû se démarquer, j'imagine. C'est ça, en termes d'identité graphique et puis moi en termes de communication sur le web, c'était efficace. Et donc voilà, on a commencé à faire des articles sur des sujets un peu FAQ, sur comment externaliser ma logistique pour mon site e-commerce. Et donc voilà, sur des thématiques génériques. Et donc ça permet de répondre aux besoins de potentiels visiteurs. Et après, s'ils veulent aller plus loin, de nous contacter et de voir ça. Donc j'avais une vision très orientée leads et avec cette création de contenu aussi avant. Et donc ça nous a permis d'avoir des acteurs comme Private Sport Shop, Brico Privé, Stade Français. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui est basé en Normandie, mais qui travaille avec des acteurs nationaux et internationaux. Et là, ils ont encore évolué puisqu'ils ont
3 grands entrepôts. Donc je crois que le chiffre d'affaires, il doit être à hauteur de 10 millions maintenant, ou un petit peu plus, quoi. Donc encore une fois, ça montre tout le potentiel du e-commerce, et puis aussi avec une activité aujourd'hui qui est un peu plus locale, où ils ont créé un service Supply Shop qui permet de distribuer, de faire un peu de la livraison, mais au niveau local, à l'échelle de Caen et des environs, et de grouper. Donc c'est dire, je veux commander chez 3 commerçants, je peux commander sur le site comme une place de marché, et je vais pouvoir retirer soit un drive, ou soit retirer chez moi, je vais me faire livrer. Et ça se passe comment? C'est le commerçant qui envoie supply chain, qui redispatche au même endroit c'est les 3 commandes? la plateforme logistique qui va aller chercher les commandes dans les boutiques. Pour les amener directement. Donc ça repasse pas forcément chez eux en entrepôt, quoi. Je pense que ça doit repasser quand même chez eux, okay. Pour après les relivrer via des transporteurs. Ça marche. Et donc du coup, t'as parlé un peu tout à l'heure de la transition entre Supply Chain et E-Commerce Nation. De ce que j'ai compris, c'est que c'est ton boss de chez Supply Chain qui t'a quasiment suggéré de créer un truc... Pardon ? Supply Web. Supply Web, oh putain, ouais, Supply Web. Qui t'a carrément suggéré presque de créer un blog à part entière, et c'est devenu finalement une entreprise. Comment s'est fait la transition ? Tu peux réexpliquer Ouais, alors je l'ai entamé en side project. J'ai commencé à le faire à côté. Et c'est lui qui t'a encouragé aussi à faire ça ? Non, je pense que j'étais convaincu par le projet. Ouais. Je pense que dans tous les cas, je l'avais initié. Après, la question c'était est-ce qu'il voulait me suivre ou pas sur le potentiel. Mais encore une fois, c'est pas juste via Supply Web, c'est aussi grâce à Rocket Internet. C'est l'accumulation des expériences qui m'ont dit il y a un potentiel. Après, c'était très risqué aussi parce que en 2015, quand je me dis je fais un blog, j'ai aucune idée du modèle économique. J'ai aucune idée. Donc je me dis, je suis juste convaincu par le fait que si j'arrive à fédérer une communauté, et je pensais en être capable, ça va avoir une valeur, parce que quand je vois tout le travail que j'ai fait pour Supply Web à ramener du lead, et que je vois la valeur au niveau commercial, je me dis mais en fait si j'ai cette capacité à mettre en contact des solutions et des acteurs du e-commerce, je pense que ça va intéresser des top acteurs du marché. T'as commencé par quoi ? T'as commencé toi-même à écrire des articles sur des sujets d'e-commerce C'est ça, on était 2 à l'époque avec Grégoire Liévins qui bosse aujourd'hui pour la formation de Label Emmaüs, donc sur la partie e-commerce. Donc voilà, c'est un très bon ami, et on a initié ensemble le site e-commerce Nation. Et on a commencé à rédiger des articles sur énormément de sujets assez larges. Et faire des articles synthétiques qui apportent de la valeur et avec des logiques SEO très basiques. On n'a pas trop réfléchi à la chose. Je dis ce qu'il faut, c'est des questions génériques. Comme ça, comme les gens. Qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils cherchent dans Google ? C'est des questions. Donc faut que les titres de tes articles soient les questions qui sont posées dans Google. Mais les gens, généralement, quand on leur dit ça, ils disent mais moi je sais pas écrire, etc. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là ? Est-ce que toi tu as un talent d'écriture particulier ou... Pas du tout. Je pense qu'il faut être très synthétique. Il faut être très synthétique et très en même temps, t'allais pas me répondre oui, j'ai un talent énorme d'écriture. Non, j'aurais peut-être fait autre chose. J'aurais peut-être écrit un bouquin ou je sais pas, mais non, je pense qu'il faut être passionné. Il faut être passionné parce qu'aujourd'hui, t'as énormément de contenu sur Internet, et donc tu peux apprendre énormément de choses. Moi, je regarde beaucoup de vidéos dans différentes langues, en anglais ou autre, et t'as du contenu. Après, l'idée, c'est pas de copier-coller du contenu, c'est de traduire ta vision, ton expérience, et puis de connecter des points ensemble. Et donc je le vois, il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai pas forcément d'expertise. Oui, mais si t'as une passion, tu peux lire, tu peux apprendre, tu peux façonner, tu peux citer tes sources, d'autres blogs ou autres, et puis apporter de la valeur ajoutée en structurant ton contenu, ton apport par rapport à d'autres contenus existants. Et ça a aussi une valeur. Complètement. Et du coup, ça a été quoi la transition entre ok, je fais un blog et je me lance dans une boîte ? Enfin, je crée une boîte. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste un blog. Ouais. Et comment c'est devenu une boîte ? C'est au bout d'un an qu'on l'a structuré sous forme de boîte. Parce que tu commençais à avoir une espèce de forme de business model qui se dégageait. Enfin, des gens qui te contactaient. Est-ce qu'on peut payer pour avoir un article sur ton... C'est ça. On commençait à avoir quelques demandes, mais c'était
c'était très symbolique. On a eu des partenariats qui ont fait un peu la différence, où même si c'était pas monétisable, on s'est dit, ah ouais, si eux, notamment PrestaShop à l'époque, on avait fait une campagne internationale avec eux, ça nous a donné un petit peu plus de confiance et dans l'attraction. On a dit, ouais, si des acteurs comme eux nous sollicitent déjà à cette étape du projet, C'est qu'on a une valeur, quoi. c'est qu'on a une valeur et qu'on peut la transformer. Donc après, moi, vu que je suis câblé par rapport à Rocket Internet, à l'international, j'ai une ambition qui est forte, qui est forte pour ce projet. Et donc, la question, c'est de se dire, e-commerce nation, ok, est-ce qu'on crée un blog pour créer un blog? Non, c'est si on crée un blog et qu'on voit que ça fonctionne, l'idée, c'est de voir où on peut l'emmener. Et mon pitch de départ, c'est de se dire, ouais, en fait, il manque une communauté e-commerce au niveau international, au niveau mondial. Comment tu les as fédérés, les gens de ta communauté au début? C'est de la newsletter, c'est venez sur les réseaux sociaux nous suivre, etc. Enfin... Pas mal de réseaux sociaux, ouais. On s'est beaucoup développé au départ avec Twitter. Twitter a été très positif, beaucoup de professionnels. Toi, à titre personnel ou sous le label ECN? ECN, voilà, on a développé par rapport à ça. C'est intéressant, je te coupe, je suis désolé, mais c'est intéressant ce truc-là parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, créer un réseau social, enfin, créer une page sur un réseau social pour une boîte, c'est un petit peu... c'est un peu moins efficace que de communiquer directement en tant que personne, tu vois. On le voit, je vais encore prendre l'exemple de Grégoire Gambato, tu vois, avec Germinal. Personne, enfin, si, mais les gens suivent plutôt Grégoire Gambato que Germinal, tu vois. Et peut-être que les gens auraient plus tendance à te suivre toi qu'à suivre ECN, tu vois. Donc, est-ce que peut-être que c'était peut-être plus pertinent en 2015, est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui en 2021? Bon, allez, demain on est en 2021, donc on va dire 2021. Mais... En fait, tu as deux aspects. Je pense que communiquer avec sa propre identité, c'est intéressant parce que ça apporte de l'authenticité. Et donc, il faut que ça soit des messages qui soient produits par toi-même et donc qui reflètent aussi ta vision pour que tu aies un alignement dans ta communication et donc tu as un écho supplémentaire. Après, moi, si je crée un média mais qui a 0 follower sur tous les réseaux, je dis, mais en fait, e-commerce nation, c'est du vent, quoi. C'est vrai, ouais. Donc, pour moi, il y avait quand même cette logique de développer l'entreprise et de développer la communauté. Donc, moi, j'avais intérêt à capitaliser sur cette marque et ces pages entreprises. Donc, après, oui, ça dépend. Nous, on a un rapport très différent parce que nous, on est un média qui donne de la valeur gratuitement. Oui. La plupart de nos contenus, sauf les formations, sont gratuits. Donc tous les gens ils peuvent accéder à des études, des infographies ou autres gratuitement, des webinaires, et donc tu as une vraie valeur en termes de compétences. Quand tu es une agence, oui, de suivre une page agence pour voir les nouveaux services ou des actualités sur l'équipe. Bon, c'est intéressant si tu connais les personnes et si éventuellement tu es déjà client, mais pour des nouveaux clients, si tu n'as pas du contenu comme des podcasts ou à forte valeur ajoutée, au final, c'est pas si intéressant. Et donc, c'est sûr que toi, ton personal branding va beaucoup plus rayonner que celui de ton entreprise. Ouais. Mais nous, on avait cette perception de média. Et puis, tu as une question. Moi, très tôt, je me suis posé cette question. Je suis passionné par l'univers des médias. Et c'est de se dire, aujourd'hui, comment tu définis un média sur Internet ? Tu poses la question. Je sais pas. Moi, je vais le dire. Généralement, les gens, ils disent premier élément, c'est par rapport au contenu. Ouais. C'est parce que tu as de l'info et voilà, c'est intéressant, c'est objectif, ça m'apporte. C'est-à-dire ta question, c'est est-ce que on peut estimer que Instagram est un média, que Facebook est un média, etc. Non, plus un média traditionnel. Si demain, tu as un site web qui sort de nulle part et qui a une semaine, qu'est-ce qui va te dire que c'est un média de qualité, tu vois ? Ok. Et la réponse, c'est le contenu. Est-ce que l'article, il est de qualité ? Et les métriques. Si tu vois demain un média qui s'appelle, je sais pas, la Gazette du e-commerce et qui a 1 million de followers sur LinkedIn ou sur Twitter, tu dis waouh, mais j'ai raté un truc, c'est quoi ce truc ? C'est fou. En plus, le contenu, il est trop bien et autres. Et le truc, il sort en une semaine, tu vois. En fait, dans la perception des gens, ils vont... Bien sûr, tu as l'aspect répétition de marque. Quand tu es une marque comme maintenant la nôtre depuis 5 ans, oui, tu dis e-commerce nation, oui, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu et autres. Et donc voilà. Mais quand tu crées une marque de zéro, il faut que tu te donnes beaucoup plus d'importance
parce que c'est aussi important en termes de valeur sociale pour que les gens ils se disent ah je suis pas seul. Parce que même si c'est un super blog mais qu'il y a 3 followers, tu te dis ouais. Il y en a, ils sont vraiment à fond, peut-être des early adopters qui vont se dire ah mais c'est un blog, personne, c'est pas du tout connu, mais il y a énormément d'informations et j'adore consommer ça, j'aime bien l'équipe ou autre, et donc c'est des ultra fans, ce qui est positif. Mais dans une logique de fédérer, t'as aussi cet aspect de boule de neige. Boule de neige. Et donc nous, ce qu'il fallait, c'est qu'on arrive à fédérer le plus de monde sur nos pages entreprises pour qu'on gagne en crédibilité. Et après, quand les gens ils voient un contenu, ils font ah ouais, en plus ils ont déjà tant de personnes, on va s'abonner, et ainsi de suite. Et donc c'est ça qui est aujourd'hui très très positif et très négatif dans un autre sens, c'est que tous les algorithmes ils fonctionnent en format boule de neige. Ouais. Donc des mecs comme tu parlais, que ce soit Grégoire ou d'autres personnes qu'on voit sur LinkedIn, on les voit tout le temps. Et sauf que leurs messages, ils sont pas tout le temps pertinents. Et on se dit, mais pourquoi on nous montre ça et donc, cette boule de neige, elle a plus trop de sens et ça aide pas à émerger des nouveaux acteurs, sauf s'ils arrivent à passer un certain seuil. Et c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour Instagram, tous les algorithmes, c'est pareil. Tu es obligé d'avoir un pool, mais avec de l'interaction suffisamment forte pour pouvoir faire décoller ta boule. Il y a une espèce de plafond de verre aussi, généralement. C'est-à-dire, quand tu dépasses un certain stade, boum, ça peut te faire exploser. Typiquement, si je prends l'exemple des podcasts, c'est quand tu arrives à un certain stade dans les classements iTunes, tu peux voir les trucs qui décollent, tu sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, au lieu de faire 999 écoutes, t'en as fait 1000. Et là, du coup, iTunes fait ah putain, mais en fait, ce podcast, ça intéresse vachement les gens. Tu vois, des fois, ça se joue à ça près. Et ouais, c'est hyper intéressant. Donc, aujourd'hui, vous vous définissez comme un média, du coup, au final. E-commerce Nation. Ok. Je sais plus, je crois que c'est sur ton site où tu dis, en gros, je sais plus si c'est une espèce de mantra ou si c'est la réalité. Tu dis, on est la première communauté d'e-commerce en Europe, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est la réalité? Et l'un comme l'autre, comment tu fais pour aller toucher d'autres pays aujourd'hui, alors que tu es aujourd'hui à Caen, tu vois, en France? C'est quoi ta stratégie pour aller justement récupérer d'autres pays? Est-ce que tu as des communautés par pays? Ouais. Alors aujourd'hui, on se définit comme la première communauté en Europe parce que y en a pas d'autres. À ma connaissance, c'est que des sites médias qui sont localisés à des échelles nationales. Donc voilà, avec qui on s'entend très bien, on a des très bonnes relations, on les croise sur de nombreux événements. Je pense à Internet Retailing, à des acteurs de ce type-là. Et puis sur des marchés, il y a quasiment pas de médias. Hein. Je pense à l'Italie, l'Allemagne. Sur la partie e-commerce, ils sont très structurés. Ils ont des très forts médias sur la partie marketing digital. Mais sur la partie purement e-commerce, c'est encore au tout début. Nous, aujourd'hui, on est présent sur 5 pays. Donc la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Tu as des country managers qui sont ici, c'est ça, qui gèrent ces pays-là, ou ils sont sur place? Alors là, on travaille avec une équipe. On avait notamment une équipe du côté de Valence en Espagne, avec des profils internationaux. Là, on est en train de se restructurer un petit peu sur ce principe-là. On a des recrutements qui vont arriver et notre enjeu pour l'année prochaine, ça va être notamment l'aspect anglophone. Parce que sur ces dernières années, voilà, on a développé cette présence sur les pays, mais notre objectif, c'est de fédérer une communauté européenne et à terme mondiale. Et donc ça, on ne peut pas le faire en se divisant de partout. Et donc on avait cette volonté de devenir un acteur européen et présent sur les différents marchés. C'est ce qu'on a fait. Et donc là, on fait des stratégies très similaires à celles qu'on a fait sur la France. Création de contenu, optimisation SEO, partenariat avec des événements physiques, par exemple. Et puis avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est à peu près les mécaniques qu'on utilise. Mais aujourd'hui, on juge que tous les acteurs du e-commerce ont quand même une forte appétence sur l'anglais et des compétences là-dessus. Et donc, on a intérêt à rendre notre site anglophone encore plus puissant pour pouvoir rayonner sur une échelle mondiale. Je sais pas si tu vois, si tu dois certainement savoir ce que c'est, The Growth Tribe, tu vois ce que c'est? Les Anglais, là, je trouve qu'ils ont une bonne stratégie justement par rapport à ça, parce qu'ils recrutent plein d'internationaux dans leur équipe, et ils sont à Londres, je crois, ou en tout cas, ils sont en Angleterre. Et je trouve que ça fonctionne bien, et j'ai l'impression qu'ils touchent pas mal de gens. Tu vois, en France, ils sont assez connus alors qu'ils sont anglais, tu vois, donc plutôt pas mal. Et e-commerce Nation, dans 5 ans, c'est quoi?
Dans 5 ans, la boîte aura 10 ans. Je pense que ça sera un écosystème très complet et très riche. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse apporter encore plus de valeur à l'ensemble de l'écosystème sur des sujets qu'on n'aborde pas forcément aujourd'hui, que ce soit, je sais pas, sur des thématiques de recrutement. Pourquoi pas aider l'écosystème par rapport à ça, sur des logiques d'accompagnement. Là, on a donc e-commerce Nation Academy, où on fait de la formation en ligne, mais pourquoi pas l'aider un peu plus sur des thématiques un peu plus incubateurs ou accélérateurs, avec des coachs, des mentors comme toi, pourquoi pas. Allez. Pour accompagner l'écosystème. Mais clairement, on voit beaucoup de possibilités. Donc pour moi, c'est d'ici 5 ans, une très bonne notoriété au niveau international et mondial, et un écosystème qui va être plus complet pour accompagner les e-commerçants en termes de maturité. Ok. J'ai skippé 2 questions qui sont hyper importantes. Je vais te les poser. Tu vas pas comprendre, je reviens un peu en arrière. On va répondre rapidement, mais comment a réagi ton entourage quand tu t'es lancé dans l'aventure d'entrepreneuriat comme ça? C'était logique, ils savaient que ça allait venir? Moi, je suis un peu un fonceur. Ils ont un peu peur pour toi? Je pose très peu de questions à mon entourage. Et si tu veux, la boîte, je l'ai créée en 2016. Et à cette période-là, j'ai aussi créé un club de course à pied en local. Et donc j'ai fait les deux en même temps. J'avais pas assez de challenge. Mais du coup, ça m'a apporté de l'énergie. Et donc voilà, j'ai foncé. Il y a des gens qui m'ont dit non mais t'es fou, c'est impossible ou autre. Non, je pense que chacun est différent. T'as pas les mêmes envies. T'as des choses qui te donnent de l'énergie. Moi, d'entreprendre, ça me booste, quoi. Clairement, ça me transcende. Et donc voilà, et puis je suis naturel, très, très optimiste et très confiant. Donc en fait, je me pose pas trop de questions, tu vois. Et bien sûr, parfois ça se passe mal, parfois tu as des challenges ou autres, mais voilà, je pense que le sport m'a énormément appris, et la course à pied aussi, sur cet aspect de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, mais que tu dois courir comme un sprint. T'as l'impression qu'il y a la ligne d'arrivée à chaque fois, mais sauf qu'elle est Elle est repoussée. Et donc voilà, faut tenir, faut être endurant, et il faut être surtout en accord avec ce que tu as envie de faire. Et moi, dès lors que c'est ce que j'ai dit à mes proches, à ma famille, c'est je vois une opportunité, et cette opportunité me donne des étoiles dans les yeux. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui va te rendre heureux, et tu vas kiffer durant le chemin. Et ça, c'est le plus important, peu importe où tu vas. Est-ce que tu as levé des fonds pour ECN à un moment donné? Ouais, on a eu des aides au départ. On a été soutenu par énormément d'acteurs locaux. Donc Initiative Calvados, BPI France, bien sûr, Total Développement. Donc voilà, on est des acteurs qui nous ont fait confiance dès le début. Mais ça, c'est plutôt des subventions. Ils n'ont pas forcément des parts dans ta boîte aujourd'hui. C'est ça. Au début, ça, c'était des subventions. Et donc, on a fait une levée de fonds à hauteur de 400 000 € en 2018, il me semble. Ok. Donc voilà, pour franchir un palier, notamment sur notre développement international, c'était important. Et puis aussi des sujets comme la formation, qui était essentiel aussi. Je pense on n'était pas obligé d'aller chercher des fonds, mais on a décidé de le faire parce que on a jugé qu'il y a une place à prendre. Et donc fallait accélérer. C'est ça, fallait accélérer. Pour être en accord avec notre ambition, on voulait. Moi, c'est vrai que ces dernières années, ça a changé, je pense, mais j'étais pas dans une logique de faire une boîte pour faire une boîte et qui fonctionne bien. Ça aurait pu être le cas. Non, on est en mode conquête. Comment on va conquérir l'univers du e-commerce? Voilà. Et on se donne tous les moyens pour être dans cet état d'esprit de conquête. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais bon, j'ai un peu plus d'expérience, et voilà, je serais très fier que e-commerce Nation soit une très belle PME. Et voilà, et je pense qu'on en est conscient. Un média, c'est très dur d'exploser, d'être totalement scalable dans nos modes de fonctionnement. Donc au départ, on était un peu utopiste parce qu'on n'avait pas forcément arrêté nos modèles économiques. Maintenant, on a beaucoup plus d'historique, de vision. Donc voilà, on continue d'être en mode conquête, mais une conquête
beaucoup plus réaliste et cartographié pour ces prochaines années. Comment tu l'as vécu cette levée de fonds? Parce que, évidemment, je suis amené à rencontrer plein d'entrepreneurs, dont à peu près la moitié qui lèvent des fonds. C'est pas toujours une partie de plaisir. Toi, c'était... Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as été, par exemple, voir des investisseurs sur Paris, ou tu es resté dans la région? J'ai fait que du local. Local parce que il y a beaucoup d'acteurs en local, en fait. Ouais. Il y a les business angels normands qui ont une association, et donc voilà, c'est des business angels, hein, des gens à titre perso qui vont investir. Donc là, j'ai été très bien accompagné par l'écosystème normand, dont Marc Delattre qui participe à notre comité stratégique. Et donc là, c'était très positif avec eux parce que humainement tout simplement, il y avait une confiance et voilà, un feeling. Donc moi je fonctionne beaucoup là-dessus sur l'aspect financement, développement, investisseur. Pour moi, l'aspect humain, il est essentiel. Et donc même si j'ai un acteur qui a de l'argent, qui souhaite investir chez nous, s'il n'y a pas de feeling, non, je préfère ne pas m'engager avec cette personne-là. Voilà, j'ai besoin de sentir un alignement dans les valeurs humaines et puis dans la vision aussi, quoi. Donc c'est un peu bateau, mais moi j'y crois fermement. Et donc il y a des gens, voilà, tu les sens bien. Donc après, t'as des hauts et des bas sur la levée de fonds, c'est ultra prenant, tu fais un gros dossier, tu pitches, il faut revoir ton pitch ou autre, mais ça t'aide aussi à avoir les idées beaucoup plus claires sur ton business et d'avoir un point de vue des investisseurs. Et donc il y en a certains, du jour au lendemain, ils te mettent un stop, tu sais pas pourquoi, et tu dois tout reprendre à zéro, et puis en même temps, t'as une boîte à gérer à côté, donc tu dis, ah ouais, j'ai tout fait ça tout pour rien. Donc non, ouais, de s'entourer des bonnes personnes. Et moi, j'ai eu la chance, on a un fonds privé qui est NCI également. On a les business angels qui nous ont accompagnés. Et après, une banque qui est, que ce soit BPI et puis Caisse d'épargne Normandie, qui sont super parce que tous ces acteurs-là, même s'ils sont un peu plus institutionnels, ils ont une véritable compréhension des startups. Et ça, c'est pas toujours le cas. Quand t'es en local, en province ou autre, il faut quand même laisser un peu de temps pour découvrir le modèle économique, pouvoir grandir. Et donc l'aspect humain, il est essentiel sur mon plan, mais aussi sur le plan des investisseurs qui sentent que je vais être en maîtrise du projet et de l'évolution. Et aujourd'hui, j'en suis super satisfait. Et ce qu'on dit souvent, c'est d'avoir des investisseurs, c'est comme un mariage, quoi. Donc tu vis avec des gens, quand ça va être dur, faut que tu puisses compter sur eux. Et donc voilà, faut se préparer quand même au pire et se dire, si le pire arrive, est-ce que c'est des gens avec qui tu veux être? Et pour moi, c'est le cas. Donc là, comme je te le disais, on va passer sur une partie où je vais plutôt te poser des questions d'actualité sur des sujets moi qui m'intéressent et où j'aimerais bien avoir ton point de vue. Ouais. Ça va me nourrir. Alors la première question qui est plus sur toujours ton expérience, mais en 2015, le monde du e-commerce, il est comment? Est-ce qu'il est très différent d'aujourd'hui? Comment tu analyses la différence entre 2015 et 2020? En 5 ans, le monde du e-commerce a énormément évolué, hein. Tu vois déjà sur des échelles de semaines, on voit des innovations, et quand tu vois des acteurs comme Alibaba, hein, ce qu'ils sont capables de faire sur le single day ou ce genre de choses, c'est vertigineux, hein. Et puis si tu regardes les chiffres de la FEVAD sur la France, on a fait du x10 en termes de CA en quelques années, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc tu as cette transition du physique vers le digital, quoi. Même une convergence des deux, des usages, notamment avec les smartphones qui ont changé beaucoup de choses, qui est juste hallucinante en termes de maturité. Donc je pense que c'est beaucoup plus la maturité des consommateurs qui a énormément évolué que l'aspect purement technologique, parce que même s'il y a eu des nouvelles plateformes, nouvelles techno, je pense que ce qui a surtout changé, c'est le comportement de l'utilisateur, et notamment vis-à-vis du mobile.
De se dire, avant on se disait non, faut que je sois sur un ordi pour pouvoir commander mon truc ou autre. Maintenant, tu as tous tes codes qui sont enregistrés bancaires, tu peux faire en one click parce que tu as telle ou telle plateforme. Et puis maintenant, tu as des Google Pay, des Apple Pay où tu peux payer directement avec ton portable sans carte bancaire. C'est des choses qui deviennent aujourd'hui normales. Alors que il y a quelques années, c'était pas du tout la norme et ça faisait peur. Et on se disait mais non, je vais perdre toutes mes coordonnées bancaires ou autre. Donc voilà, je pense en termes d'usage, il y a une grosse évolution. Et donc voilà, au niveau technologique, ça continue, ça a progressé. Mais clairement, les utilisateurs, et là on va le voir encore plus avec la crise actuelle et cette pandémie, on voit encore plus une évolution des comportements des consommateurs. Attention, question piège, je t'ai dit avant l'interview, j'aurais peut-être 2-3 questions pièges. Tu penses quoi de la polémique Amazon qu'il y a eu à Noël, tu vois, où on disait ok, c'est Amazon qui va tout rafler, ce qui a un peu aussi précipité le e-commerce auprès des petits commerçants, à notre avantage chez Moon, en tout cas, ça c'est sûr, mais tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est un faux débat de dire que Amazon c'est bien, c'est pas bien? Alors je sais que c'était client, donc c'est pour ça que c'est une question piège d'ailleurs. Mais... Non, mais voilà, c'est un partenaire, on n'a pas de blocage voilà, sur ces éléments-là. Je pense que c'est un sujet d'opinion publique à évoquer. Je pense que le débat il est réel. Je pense qu'il mérite d'être posé et d'en parler parce que c'est tout marché quand il y a une situation de monopole, c'est négatif. C'est clairement négatif. Donc après, faut à questionner si Amazon est en situation de monopole. Je pense pas, mais aujourd'hui ils prennent une grosse part du gâteau. Donc après, est-ce que il faut favoriser l'émergence d'autres acteurs? Oui, je pense qu'il faut favoriser l'émergence d'autres acteurs, qu'on a tous un rôle en tant que consommateur déjà. Donc il faut responsabiliser les gens en disant ok, c'est bien beau de critiquer Amazon, mais si le lendemain tu commandes chez eux parce que t'es livré en un jour ou en 1 heure dans certaines villes, t'es quand même fautif. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis du côté des vendeurs, de se dire Amazon, c'est pas un concurrent, c'est un canal. Et donc ça, c'est quand même important de le voir. Donc je pense que premier élément, c'est de dire Amazon, c'est un canal. Donc voilà, c'est pas un concurrent, parce que oui, ils vendent des produits, pour certains, c'est un concurrent direct. Donc voilà, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et donc, comment ne pas aussi se rendre dépendant d'un canal? Donc c'est plutôt ça la question. C'est de se dire, est-ce que l'économie française est dépendante d'Amazon? Ça, c'est un vrai problème. Sur le plan économique, et après sur le plan entrepreneurial, il y a des opportunités pour certains types d'entreprises, mais il y a aussi certaines menaces. Et donc, je pense qu'il faut distinguer les deux plutôt que de le mettre comme un grand méchant et de se dire c'est une ombre et du coup ils vont tout manger, ils vont envoyer que des produits depuis la Chine ou autre. Non, il y a des produits made in France qui se vendent très bien sur Amazon, donc avec des PME qui se développent bien, et donc Amazon prend juste des commissions, ils prennent pas tout le chiffre d'affaires de ce vendeur là, et après vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos produits sur Amazon, vous pouvez en mettre quelques-uns pour faire découvrir ou certains produits ou autres. Je pense que il faut pas être binaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Après le débat il est réel, et oui, il faut favoriser, on en parlait hors du podcast, de e-commerce de proximité. Comment on peut avoir des solutions pour aider les emplois autour de chez nous, et nous ça nous tient à cœur. On est basé en Normandie, il y a beaucoup d'entreprises, de PME qui se développent, de producteurs ou autres. Et donc, ce qu'on voit, c'est raccourcir la chaîne grâce au digital, grâce aux plateformes, pour pouvoir commander en direct ou autre. Et donc, de ne pas avoir ce réflexe de facilité qui est Amazon, parce que c'est simple de commander en un clic ou autre. Et donc, aussi, il y a des nouvelles plateformes qui sont relativement intuitives pour faire ses achats et mutualiser du e-commerce de proximité. Oui, parce que ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'était aussi de réussir à apporter de la valeur ajoutée sur son propre site. Je dis n'importe quoi, tu as tes produits sur Amazon, tu as tes produits sur ton propre site, peut-être que tu apportes un service supérieur du type j'ai mon petit chat client, type Crisp, pour discuter avec les gens, leur apporter des conseils, etc., ce que tu n'auras pas sur Amazon, tu vois. Donc il y a tous ces trucs-là aussi qui peuvent faire que c'est plus qualitatif. Totalement. D'aller acheter sur
Attention, encore question piège. C'est pas vraiment une question piège, mais voilà. J'ai vu que tu étais membre de EdTech, France Digital, French Founders, ambassadeur de Normandie Activité. Est-ce que c'est vraiment utile tous ces trucs? Bonne question. Bonne question. J'ai rejoint récemment ces différents projets. Alors, il y en a un qui est différent. Ambassadeur pour Normandie Attractivité, ça c'est quelque chose où tous les Normands peuvent se vanter d'être ambassadeurs de leur région. Donc ça, c'est plus une étiquette pour faire rayonner notre territoire, montrer qu'on est basé en Normandie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être plus pousser à l'avenir sur notre communication, sur nos supports. Voilà, pas forcément mettre le Mont-Saint-Michel partout, mais dire que... Non, c'est breton, le Mont-Saint-Michel, je crois. Non, c'est un faux débat. Et donc voilà, donc ça, ouais, l'assumer peut-être davantage parce que au départ, on ne mettait pas forcément en avant, on voulait pas le crier sur tous les toits, mais on en est très fiers. Donc voilà, ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Et ça fait partie de notre aventure. Et les autres, que ce soit French Founders, qui est un super réseau d'entrepreneurs, de dirigeants français partout dans le monde, j'ai décidé de le rejoindre pour être en contact, parce que voilà, avec la crise actuelle, on fait plus d'événements, on rencontre plus tant de personnes que ça. Donc pour moi, c'est super intéressant et leur réseau est super bien fait. Franchement, j'avais fait des événements à l'étranger avec eux, c'était vraiment cool. Et là, ils ont des sortes de speed networking où tu rencontres des profils, des ateliers thématiques ou autres. Et donc, voilà, ça, je trouve ça très intéressant. Et donc, après, les autres réseaux, c'est plus des réseaux thématiques qui permettent aussi de se tenir au courant, de créer du relationnel. Et donc voilà, j'ai rejoint ces réseaux dans le contexte actuel pour être à l'écoute et voir ce qui se passe, parce que je pense que dans le contexte actuel, ce qui est le plus difficile, c'est un peu l'isolement. On se dit on peut faire des vidéos avec tout le monde et n'importe qui, mais sauf qu'on ne prend pas forcément le temps ou autre, et donc de rentrer dans ces réseaux-là, ça permet d'ouvrir des portes, de recevoir des appels d'offres, parfois avec l'État ou autre, quand je vois France Digital ou EdTech, et donc ça permet de se tenir au courant. Donc est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément, mais je trouve ça important aussi pour notre média qui est très connu sur l'aspect e-commerce, aussi de s'ouvrir des nouvelles portes sur d'autres verticales. En fait, c'est un peu la question que j'aime bien poser régulièrement, parce que notamment avec French Tech, parce qu'on a un autre podcast qui s'appelle Les Growth Tech, où on fait un jeu avec des startups, etc. Et on aime bien à chaque fois tacler la French Tech. On se demande à quoi ça sert. Et même quand tu demandes aux gens de la French Tech, ils savent pas trop quoi répondre. Mais c'est pour ça que ça me fait marrer les multiplications, ces initiatives-là qui sont très bien, tu vois. C'est juste, ça me fait rire d'en parler comme ça, mais... Je pense qu'il y a important, c'est l'énergie. L'énergie que les gens y mettent derrière. Donc voilà, il y a des projets qui sont lancés, mais après, c'est de les prendre à bras le corps. Moi, je me suis investi dans la French Tech Camp. Et donc, voilà, ce qui était important pour nous dans le groupe, c'était de donner à d'autres entrepreneurs du temps, déjà, faire des ateliers, des conseils ou ce genre de choses. Et donc, voilà, après, peu importe le label, je pense que ça reste une histoire d'humain. Et de générosité et de partage, et ça, c'est l'essentiel. Question piège numéro 3, c'est la dernière. Ça te dérange pas de mettre sur ton profil LinkedIn ta formation e-commerce nation, qui est ta propre formation? Non, je trouve ça bien, et j'ai envie d'être très humble par rapport à ça. La formation, je l'ai pas créée tout seul, ça sort pas de ma tête, c'est toute l'équipe qui a travaillé dessus. On a Lilian, Charles et Loris qui ont travaillé dessus. On s'est fait accompagner par Vincent Druel, que tu connais sûrement. Ouais. Donc voilà, c'est un travail qui est collectif, qui est énorme, et donc voilà, ça serait mentir de dire que je n'ai rien appris durant notre formation. Non, j'ai énormément appris, et je trouve ça très riche de se dire la personne qui vous fait la formation, elle a appris des choses, elle a vu de la valeur, et dedans on a mis ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas une formation de formateur, c'est une formation d'entrepreneur. Parce que Clément, il a son site e-commerce, The Football Market. Moi, j'ai pu créer différents projets au cours de ma carrière, et puis e-commerce nation. Et donc, ce qu'on a mis dans cette formation, c'est des outils.
des business plans, on file nos business plans, nos tableaux de bord, on file nos tableaux de bord. C'est pas en mode on te donne un tableau de bord qu'on a trouvé sur internet, c'est des outils qu'on utilise, qu'on trouve pertinents. Alors peut-être qu'il sera pas pertinent pour tout le monde, il faudra peut-être adapter ou autre. Mais voilà, on met de nous dedans. Et je pense que ça a un sens très fort, et c'est pour ça que je trouvais ça marrant de le mettre sur mon profil, parce que aussi notre objectif avec cette formation, c'est de faire une formation qui est crédible et qui va compter dans le milieu. Et quand tu vas dire j'ai la certification ECN, bah ça aura une valeur et tu vas le mettre sur ton CV et ça va être un standard de la formation e-commerce. Il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est que quand toi-même tu es formateur, ça te permet d'apprendre encore plus. C'est-à-dire que quand tu formes des gens, tu fais ok, je dois former sur tel sujet. Typiquement, j'ai donné un cours il y a 3 semaines avec Rocket School, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr. Sur le personal branding, et évidemment j'ai dû me former en plus, tu vois, parce que je connaissais certaines choses, mais je dis ok, il faut encore approfondir le sujet, c'était intéressant. Je pense que c'est très simple parce que tu as beaucoup de formateurs, ils recyclent leurs cours et ils les mettent pas forcément à jour d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, je pense que un formateur, on se dit il doit tout savoir et il doit tout me partager, mais alors que tu peux pas tout savoir, surtout sur nos sujets comme le digital qui évolue énormément. Ouais, donc voilà, il faut pouvoir continuer à apprendre et être très humble dans sa logique de formation. On en profite pour saluer Vincent Druel si tu nous écoutes. Alors j'ai une question qui m'intéresse tout particulièrement. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre parce que j'ai l'impression que le sujet est hyper flou, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton point de vue. Est-ce que est-ce que bientôt on pourra acheter sur les sites d'e-commerce avec de la crypto-monnaie? Je sais que c'est déjà le cas sur certains sites, mais comment tu vois l'évolution des choses autour de la crypto-monnaie et du e-commerce? Est-ce que c'est un sujet que tu traites en ce moment? Moi, j'ai du mal à me laisser porter par cette logique de crypto-monnaie. Okay. Parce que niveau structurel, ça a les inconvénients de ses avantages, la crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est décentralisé, qui est dans cette blockchain, et donc qui est tout nouveau. Et donc on ne sait pas la volatilité de cette monnaie-là, on ne sait pas son fonctionnement, et donc je pense que ça peut devenir une réalité dès lors que des acteurs comme les banques ou les États se rapprochent. Et si demain tu as une crypto-monnaie, t'as celle de Facebook, peut-être des acteurs comme ça qui vont réussir à l'imposer sur leur propre plateforme. Mais je pense que les gens, ils peuvent avoir une crainte de se dire ouais, mais si demain Facebook se casse la gueule, ton argent, qu'est-ce que ça devient, tu vois. Donc on touche du doigt cet aspect de confiance, parce que si on prend l'origine de la monnaie, en fait c'est un bout de papier, et en fait on a défini que ce bout de papier, on lui attribue telle valeur. Donc en fait on fait confiance à un bout de papier qui a été légitimé par un système. Et donc voilà, on part sur un truc qui est physique. Donc là on passe sur du total digital avec de la crypto-monnaie, et donc cette logique de confiance, déjà psychologiquement, elle est d'autant plus dure à projeter en se disant ah, ma crypto-monnaie elle vaut ça, et avec une volatilité qui est propre à cette sphère digitale. Donc ça veut dire que les logiques de valeur elles vont énormément fluctuer, on va avoir des difficultés à se projeter, donc il faut un garde-fou, et ce garde-fou il faut que ça soit une structure qui soit assez forte, institutionnelle, bancaire ou autre, qui puisse rassurer aussi les acteurs. Donc je pense que il y a cette logique de confiance qui est nécessaire pour pouvoir après davantage la développer sur le e-commerce et le digital. Mais dans l'immédiat, tu vois pas le truc se développer à fond en 2021 par exemple? J'ai pas cette fibre-là. Après, je pense pas avoir toutes les compétences, mais je pense pas que ce soit un sujet sur ces prochains mois ou cette année prochaine. C'est quoi de passer sur BFM TV? C'est marrant. Pourquoi tu as été invité? T'as été invité en tant qu'expert, il me semble, d'après ce que j'ai vu. C'est ça. Sur le e-commerce. C'est ça. C'est par le réseau. C'est un de nos partenaires, Salesforce, qui a son émission sur BFM, et donc qui nous a invités pour donner un point de vue différent. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est un peu sacralisé en plus dans le monde des startups, d'avoir son passage sur BFM, c'est un peu une étape. Bon, je prends ça avec beaucoup de détachement, parce que
pour moi, c'est un symbole aussi de la reconnaissance de notre média. Et donc, derrière, c'est le travail de toute notre équipe. Donc, c'est moi qui passe sur le plateau. Mais voilà, pour moi, c'est l'aboutissement des efforts de mon équipe. Donc ça, pour moi, je trouve ça symbolique. Ça crédibilise un média web. Parce que l'air de rien... qu'on passe sur BFM, ça veut dire qu'e-commerce Nation compte dans l'écosystème. Donc la télé a encore ce pouvoir quand même. Ouais, quand même de crédibiliser. Et puis, t'as la chaîne qui est BFM, c'est pas n'importe quelle chaîne. Et puis, les acteurs qui avaient autour de moi, il y avait Valérie d'IKKS, il y avait également Salesforce. Donc voilà, c'est des leaders sur leur domaine, et qu'on soit sollicité pour participer à ces acteurs-là. Voilà, c'est ça que je retiens plus le symbole que le fait de passer sur BFM, parce que c'est pas trop utile plus que ça. Mais vraiment, pour notre média, je pense que c'était, en termes de perception, les gens ils se sont dit « Ah ok, e-commerce Nation, c'est un truc sérieux ». C'est quoi ton meilleur souvenir d'entrepreneurial ? Meilleur souvenir d'entrepreneurial. C'est tout le temps là où ça bloque dans l'interview, où les gens font « Merde, faut que je réfléchisse ». Il y a beaucoup de souvenirs. Alors, soit je choisis un souvenir qui était assez challengeant et du coup, qui était épique. Il y en a beaucoup. Il y a des très bons souvenirs, notamment avec l'équipe, mais je pense que c'est là-dessus que je vais plus retenir. Il y a un très bon souvenir qui était notamment l'année dernière à la Paris Retail Week, où à chaque fois on y va avec toute l'équipe. Sur Paris, où on est à l'accueil parce que l'événement nous fait confiance, et donc là on conseille tous les gens, et donc c'est super marrant parce que les gens ils voient l'énergie de l'équipe, chose qui est pas palpable au quotidien, mais on a vraiment une très belle équipe et une belle synergie collective, et ça pour moi c'est une de mes grosses fiertés, de prendre du plaisir avec les gens qu'il y a autour de moi. C'est que des gens que j'apprécie humainement. Et donc Paris Retail Week, si j'espère que l'année prochaine l'édition se tiendra, tu pourras le voir. On a par exemple Mélodie, notre graphiste, qui pitch notre média. Et donc j'ai ce souvenir là l'année dernière où il y a une personne qui est venue se présenter. C'était le directeur e-commerce de Leclerc. Et donc on a notre graphiste qui pitch notre média, directeur e-commerce Leclerc, et moi c'est ce que j'ai dit à Mélo. Je lui ai dit combien de graphistes t'as sur le salon qui pitchent une boîte, et ça montre l'investissement global de notre équipe, et ça sur tous les plans. Sur les réseaux sociaux, on a Lilian qui avait fait un gros travail, on était partout sur les réseaux sociaux durant le salon, à prendre plein de photos, faire des confos. Donc voilà, et ça on aime, parce que sur l'événementiel t'es sur le champ de bataille, quoi. T'es là, t'es à la conquête, et t'es acteur. Et puis en même temps, on voit les retours de toute notre communauté. Les gens qui viennent te voir, ils disent ah mais je vous lis, ah c'était trop bien ce contenu-là, j'adore ce que vous faites, ça m'a trop aidé, j'ai créé mon business par rapport à ça. Franchement, ça vaut tout l'or du monde, parce que toi t'es isolé à Caen, tu fais ton truc là sur ton ordi toute ta semaine, et puis maintenant en télétravail, et là tu rencontres des centaines de gens par jour qui te connaissent, qui t'apprécient, qui te disent des compliments sur le magazine ou autre. Waouh, c'est la plus belle des récompenses. Ouais, carrément. Et malheureusement, je vais aussi te demander, c'est quoi ton pire souvenir ? Généralement, ça va plus vite là. Mon pire souvenir, je pense que pire souvenir, je pense que c'était les débuts sur les logiques de structuration de l'entreprise, parce que quand tu vas chercher des fonds ou autre, tu as des périodes qui sont pas simples, et comme je te le disais, pour trouver notre modèle économique, il nous a fallu du temps. Donc là, tu as quand même des périodes qui sont très intenses pour joindre les deux bouts, pour savoir si la boîte va tenir, ou ce genre de choses. C'est toujours des zones de tension où physiquement ça prend énormément dessus. Ça aussi impacte l'équipe, le moral de l'équipe. Donc voilà, quand t'as pas trop de visibilité et que t'as assez rebondissements, comme je te disais, ça peut être des retours négatifs d'investisseurs ou autres, t'as des ascenseurs émotionnels qui sont vraiment très durs, et donc ton corps chimiquement il comprend pas, parce que un jour tu dis ah c'est cool, on va pouvoir se développer, et le lendemain ah bah non, en fait non, c'est fini.
Et puis après le lendemain, bah, t'arrives à rebondir, à retrouver Ouais. un autre contact. Et donc ça te met KO et c'est très dur de t'en remettre ou de projeter et puis de continuer à donner de l'énergie à tes équipes pour continuer d'avancer. Donc, mais c'est des épreuves qui sont nécessaires pour grandir et avancer. Dernière partie, ça va aller plus vite, je te promets, parce que t'as rendez-vous. 8 dernières questions, du coup, on va finir là-dessus. La première, elle est assez simple, c'est si les gens sont intéressés pour te suivre, où est-ce que tu les envoies? Sur ton Twitter, sur LinkedIn. LinkedIn? Ouais. Donc, Nicolas J. Chevalier. C'est ça. Principalement, donc suivez-le. Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi? Mon actu, ça va être la formation. Je pense que l'académie e-commerce nation, c'est en train de boomer par rapport au contexte actuel. Donc notre formation, on continue de la faire évoluer. On accompagne de plus en plus d'apprenants. On a des acteurs comme La Poste qui nous a pris une 30aine de licences. Voilà, on a des top acteurs qui nous font confiance et qu'on accompagne. On est en train de passer des certifications complémentaires, notamment Calliope pour être éligible CPF. Donc ça, grosse news. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe sur ce sujet-là parce qu'on a beaucoup de demandes sur le début d'année et je pense que ça va être pas simple d'intégrer tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à anticiper si vous êtes intéressé sur la formation. Et puis après, notre gros événement digital qui est le Experience. Voilà, c'était une édition très réussie qu'on a fait là sur cette fin d'année. Toute l'équipe a vraiment porté le projet et je tiens à souligner l'effort de l'équipe de Camille, Audrey, Clément, Anatole qui ont fait tous un très gros travail dessus et ils ont dépassé les attentes en termes d'objectifs et puis aussi satisfait tous les partenaires et les participants et ils étaient de très grosse qualité, hein. On a eu du Facebook, du Snapchat voilà, qui venait dessus et donc là on refait une nouvelle édition avec un tout nouveau branding que Mélo nous a fait et avec des acteurs tout aussi populaires puisque voilà on aura des e-commerçants dessus, Casidomi, Private Sport Shop, Feed, voilà des top acteurs du marché. C'est quoi les 3 outils qui te font gagner le plus de temps au quotidien? Slack, HubSpot et troisième Google Agenda, je vais dire. C'est quoi ton rêve? Mon rêve Ça peut être aussi à titre perso, hein. Mon rêve, c'est de courir dans des espaces naturels magnifiques. Je suis un gros fan de trail, Ouais. de course à pied nature. Donc voilà, c'est ça, c'est de prendre tes baskets, de courir sur des paysages, des belles montagnes, des bords de mer. Voilà, ça et pas forcément loin parce qu'en Normandie on a beaucoup de spots. Donc voilà, ça je suis heureux. C'est mon rêve du quotidien, on va dire. Et rapidement, c'est quoi ton plus beau trail? Alors. Mon plus beau trail, j'en ai un qui était assez brutal, qui était en Andorre, dans les Pyrénées, et qui était assez magnifique, où tu pars de nuit, où tu as de la musique d'opéra dans un petit village. Ah ouais, putain, c'est génial paumé, ça. où le Tour de France passe de temps en temps. Et donc ça, vraiment magique. C'est un souvenir qui restera gravé, parce que cette course et puis les Pyrénées sont juste magnifiques. Tu devais tenir une conférence TED, ce serait quoi le titre de la conférence? Je pense que ça serait sur l'exploration, parce que c'est un thème qui me parle beaucoup, que ce soit par rapport à e-commerce nation, avec cet aspect d'explorateur du e-commerce, et puis par rapport à mon goût du sport, de découvrir la nature, d'explorer ou autre. Donc voilà, je pense que ça sera... Puis la science-fiction aussi, tu me disais. Un grand fan de SF. Aussi, ouais. L'exploration spatiale, qui sait, c'est peut-être un futur projet. Tu seras un des premiers clients de SpaceX. Avec Elon Musk, ouais. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander à inviter sur ce podcast? J'ai plein de gens à te recommander. Sur quel sujet je pourrais te recommander? Sur l'entrepreneuriat, évidemment. Mais... je dis sur l'entrepreneuriat, évidemment, mais pas forcément. Ça peut être des artistes.
j'ai beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont très proches de moi, hein, Mathieu Desramé, qui est donc le dirigeant de Supply Web, je pense, qui est super intéressant et passionné par le rugby. Donc, si tu veux lui parler de rugby, je pense qu'il peut t'en parler des heures. J'ai un de mes investisseurs qui était aussi un de mes anciens concurrents sur l'aspect code promo, qui est Olivier Cotina, qui est le fondateur de Mo, le lieu et le fondateur de School Lab aussi sur Paris. Ok. Donc, et lui, il a un très gros réseau et pour moi, c'est quelqu'un qui est clairement une source d'inspiration, qui apporte énormément au territoire normand, local, canet. Et voilà, et je pense que des personnes comme Mathieu Desramé, Olivier Cotina, pour moi, ils m'ont ouvert des portes dans l'entrepreneuriat, dans l'ambition, au niveau local. Et donc, c'est des personnes, voilà, je suis extrêmement redevable de ces personnes-là. Et voilà, et je pense que on devrait dire merci davantage à des personnes comme ça qui entreprennent, qui créent de l'emploi et qui prennent des risques aussi pour ouvrir des lieux comme Mo, pour créer des boîtes avec plusieurs entrepôts ou autres, mais qui permet de contrebalancer. On parlait de GAFA, de géants internationaux. C'est avec des entrepreneurs qui sont ambitieux, mais aussi pas seulement sur Paris, en province, que la France va pouvoir se donner peut-être un nouvel élan post-crise. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé qu'on aborde ? Non, là je réfléchis. Non, pas particulièrement. Je suis désolé. Non, c'est souvent la réponse que j'ai. Mais c'est bien, c'est-à-dire que ça a été complet. Si tu entends quelqu'un dire Nicolas, c'est quelqu'un à contre-vent, ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire du positif parce que on n'écoute pas ce qui se dit ailleurs. Et je pense que je suis comme ça. Je fonctionne avec mes convictions et je suis capable de projeter énormément de choses et d'avoir une vision. Et je pense que c'est ce que mes collaborateurs apprécient, c'est de dire ah ouais, il a une vision. Si tu vas à contre-vent et que tu as une vision, ça va. Tu vas pour te mettre à l'abri à contre-vent, c'est une bonne chose. Si tu vas à contre-vent juste pour aller à contre-vent, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, je pense que c'est de dire ouais, je vais faire différemment pour innover, pour atteindre mes objectifs de cette manière. Merci Nicolas. Merci à toi. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo, bye, ciao.